parler de pédagogie. Il est ainsi particulièrement dissuasif et devrait limiter les contentieux. La sanction ne tombera pas du jour au lendemain, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, il faudra vraiment s'entêter pour la subir. Je me félicite que des amendements substantiels adoptés par le Sénat et l'Assemblée nationale apportent des garanties supplémentaires aux internautes concernés. Notre commission, sous l'impulsion de son président Jacques Legendre, a souhaité ainsi clarifier la situation du titulaire de l'abonnement Internet négligent, n'ayant pas protégé suffisamment son accès à Internet, en prévoyant un avertissement par courrier recommandé préalablement à toute sanction. Vous venez de suivre les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi Hadopi 2. Pour revoir cette séance, notre site internet publicsénat.fr. Tout de suite, le journal de 18h présenté par Michel Grossior. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Public Sénat. Le premier des Français est désormais le premier en France. Public Sénat revient sur les mois de mai et juin 1958 qui ont précipité la chute de la 4e République et vu l'arrivée du général de Gaulle à la tête de l'État. Vive la République! Vive la France! Réalisé par Jean-Paul Fargier, raconté par Michel Vinocq, le dernier bal de la 4e s'appuie sur des documents d'archives inédits. Bonsoir à tous, au programme de l'heure et demie qui vient sur Public Sénat. Bien sûr, dans quelques secondes, le journal de 18h avec en vedette l'affaire Clearstream, un coup d'éclat d'emblée de Dominique de Villepin qui se dit victime d'un procès politique. Et parmi nos invités, Brigitte Girardin qui fut sa ministre et qui préside aujourd'hui le Club Villepin. À 18h30, les dessous de la loi consacrée à Hadopi, le vote définitif du projet de loi contre le téléchargement illégal sur Internet a eu lieu aujourd'hui au Sénat. L'opposition a voté contre. Tout de suite donc, le 18h. Par l'ouverture du procès Clearstream, c'est le 18h. Voici les titres. Dominique de Villepin se présente en victime et non en prévenu devant la 11e chambre correctionnelle de Paris. L'ancien Premier ministre dénonce un acharnement politique. Grève anticipée aujourd'hui dans les bureaux de vote, dans les bureaux de poste parisiens qui sont néanmoins tous restés ouverts avant une journée nationale d'action demain contre le changement de statut. Explication de Jean-Louis Gombault. Moraliser la pratique des stages en entreprise, un amendement sénatorial à la loi sur la formation professionnelle veut en finir avec l'exploitation des étudiants. Reportage dans ce journal. C'est entouré de sa femme et de ses 2 enfants que Dominique de Villepin est arrivé en début d'après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Prévenu le plus en vue du procès Clearstream, l'ancien Premier ministre soupçonné d'avoir participé à la machination visant Nicolas Sarkozy s'en est pris en termes vifs et solennels au chef de l'État. Il a dénoncé un procès politique. Nous l'écoutons. Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi président de la République française. J'en sortirai libre et blanchi. Je veux redire que mon combat n'est pas un combat personnel. C'est le combat de toutes celles et de tous ceux qui se battent contre l'injustice. C'est le combat de toutes celles et de tous ceux qui sont victimes de l'abus de pouvoir. Au total, je le rappelle, 5 prévenus doivent répondre des charges pesant sur eux. Nos invités dans un instant, Fabrice Lhomme, journaliste qui a suivi l'enquête, abracadabrante par bien des aspects, Anne Levade, professeur de droit constitutionnel, Nicolas Sarkozy, donc justiciable peu ordinaire et partie civile, et Brigitte Girardin, présidente du club Villepin. Les Verts se sentent pousser des ailes après leur succès aux européennes. Ils se voient confortés dans leur stratégie d'autonomie par la percée de leur candidate à la législative partielle des Yvelines. Hier, cette dernière a battu nettement la candidate socialiste. Le second tour opposera donc les Verts, soutenus par la gauche, et l'UMP arrivé largement en tête. La réaction enthousiaste de Cécile Duflot
aujourd'hui lors de la journée parlementaire des Verts Europe Écologie. La dynamique est réelle. En tout cas, on a franchi un cran. On est ancré dans le paysage différemment. Et c'est pas seulement de notre fait, c'est du fait des électeurs et des électrices. Maintenant, vous pouvez regarder les résultats. Les militants verts votent à 90% en faveur de cette stratégie, ou à 100% comme en Basse-Normandie ou en Alsace, à 100%. Donc quand je dis que tout le monde est convaincu et que c'est la stratégie qui va avoir lieu dans toutes les régions, je souhaite que maintenant on me croie sur les actes. Voilà, Cécile Duflot, interrogée par Sandra Cerquera. Un amendement sénatorial pour corriger la disposition découverte sur le tard, empêchant la dissolution de l'Église de la Scientologie. Cette mesure avait été adoptée en mai dernier au terme d'un cheminement encore mystérieux. L'amendement pour la corriger est déposé par Nicolas Abou, le président du groupe centriste. Remettre sur de bons rails la formation professionnelle, ou d'ailleurs l'influence des sectes peut aussi se faire sentir. C'est le sens du projet de loi débattu aujourd'hui au Sénat. La manne, quelques 25 milliards d'euros, est mal utilisée et profite à des organismes souvent mal contrôlés. L'objectif est de favoriser la formation des salariés qui en ont le plus besoin. A contrario, un amendement sénatorial vise à mettre un terme aux stages dits de formation dans l'entreprise et qui transforme en fait les étudiants en main-d'œuvre bon marché. Julie Trassard. 9 mois de stage sur 12, c'est ce qu'a fait Ludovic Janin l'an dernier. Cet étudiant en journalisme voulait acquérir une expérience de terrain. Pour décrocher ses conventions, il a fait appel à un centre de formation trouvé sur Internet. En fait, j'ai juste été une fois pour me présenter à la directrice, signer les mensualités, parce qu'il y avait un prélèvement tous les mois, 90 € par mois, sur 12 mois. Donc à peu près 1000 €, on va dire, sur l'année, quoi, pour avoir des conventions de stage. Comme bon nombre des 1,2 million de stagiaires sur le marché, Ludovic travaillait 10 heures par jour pour 400 € par mois. Et à défaut d'être embauché, il a enchaîné les stages. C'était un outil qui a progressivement été dévoyé et qui n'a fini par correspondre qu'aux besoins des ressources humaines des entreprises. Et donc les étudiants étaient amenés à prendre les stages qu'on leur proposait, quels qu'ils soient. Beaucoup d'entreprises utilisent les stagiaires comme de la main-d'œuvre à bon marché. Avec la nouvelle loi, ça ne sera plus possible. Les étudiants ne pourront plus faire de stage s'il n'est pas prévu dans leur parcours scolaire. Il y a quand même une limite. Ceux qui veulent profiter d'une période sans cours pour découvrir un autre domaine auront du mal à le faire. Plus d'une trentaine de missives, accompagnées parfois de balles. Le Corbeau, soupçonné d'avoir envoyé des lettres de menaces aux hommes politiques, dont Nicolas Sarkozy, a avoué. Il s'agit d'un homme de 51 ans vivant à Hérépian, dans l'Hérault, handicapé, sans emploi et membre d'un club de tir. La suite du 18h, Dominique de Villepin au tribunal. S'agit-il d'un procès politique comme il le prétend? Oui, non. Réponse à suivre. La première journée du procès Clearstream, premières escarmouches sur la constitution de partie civile du président de la République. Nos invités, Fabrice Lhomme, journaliste qui a suivi en détail l'affaire Clearstream. Aujourd'hui, on vous lit sur le site de Mediapart. Avec nous également Anne Levade, professeure de droit constitutionnel, et Brigitte Girardin, ancienne ministre notamment de Dominique de Villepin. Et vous présidez aujourd'hui le club Villepin qui voit bien sûr une grande destinée politique à l'ancien Premier ministre aujourd'hui, qui doit répondre donc de son implication éventuelle dans l'affaire Clearstream. Fabrice Lhomme, les regards donc se sont tournés aujourd'hui particulièrement vers Dominique de Villepin qui tente de changer de statut. On l'a vu, de prévenu, il s'est posé en victime au premier jour de ce procès. Il tente en fait de refaire oublier l'histoire en elle-même, mais la question qui appelle une réponse est finalement assez simple. Qui a manipulé les fameux fichiers ? Alors, la question est assez simple, la réponse reste encore à démontrer, elle est plus complexe qu'on ne pourrait le croire. On sait à peu près que globalement c'est le mathématicien Imad Laoud qui est à l'origine de la falsification. Reste à savoir ensuite si, lorsqu'il a donné ses listings à son ami Gergorin, qui les a ensuite non pas montrés mais qui en a fait part à monsieur de Villepin, est-ce que messieurs Gergorin et de Villepin étaient au courant que c'était des listings truqués? L'information judiciaire n'a pas vraiment permis de répondre de manière satisfaisante à cette question. On peut même plutôt s'aligner, on va dire, sur la position la plus cohérente pour l'instant, qui est celle du parquet, qui était de dire que monsieur de Villepin et monsieur Gergorin étaient sans doute de bonne foi au départ, parce que sinon il aurait été absurde évidemment de monter toute une opération sur la base de faux listings. Reste à savoir si ensuite, notamment monsieur de Villepin, a eu la bonne attitude lorsqu'ils lui sont revenus des informations comme quoi ces listings étaient sans doute truqués.
à mon avis, le débat va se focaliser sur ce point. Est-ce qu'il a téléguidé les autres prévenus que vous avez cités, qui sont des personnages hauts en couleur, il faut le dire, hein, Imad Laoud et Jean-Louis Gergorin? C'est vrai qu'il y a les deux protagonistes qui sont au départ de la manipulation, c'est-à-dire Imad Laoud et Jean-Louis Gergorin, ont comme caractéristique d'avoir effectivement une personnalité très forte et même très controversée. Imad Laoud est une personne qui est connue pour affabuler régulièrement. Il a beaucoup menti avant cette affaire et pendant l'instruction. Par ailleurs, hein. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est très séducteur, qui est très malin, assez manipulateur, il faut le dire. Pareil pour Gergorin? Non, Gergorin, c'est un peu différent. C'est quelqu'un qui, on va dire, qui est plutôt paranoïaque. Hein, tous les gens qui le connaissent le disent. Il voit un petit peu des complots partout. Donc, il est sûr que sur ce terreau, Laoud a pu construire une manipulation d'envergure. Quels sont les arguments de Dominique de Villepin, à part sa bonne foi? Les arguments, l'argument principal, c'est quand même la bonne foi, c'est-à-dire de dire, on vient me voir un jour, on vient me raconter qu'il y aurait peut-être des comptes occultes dont bénéficieraient toutes sortes de mafieux, de trafiquants et peut-être d'hommes politiques français. Moi, je trouve ça très inquiétant et je charge quelqu'un, un as, on va dire, du renseignement, enfin réputé tel, le général Rondeau, pour faire ses propres vérifications et ensuite je m'en suis plus occupé. Voilà, en gros, la position de Dominique de Villepin. Est-ce que le tribunal dispose d'éléments matériels, j'ai envie de dire, pour démontrer la culpabilité de l'ancien Premier ministre? Non, dans ce dossier, les éléments matériels sont assez faibles. Il y a simplement le listing truqué dont on a pu établir qu'ils avaient été truqués dans l'ordinateur d'Imad Laoud, et on va dire que ça s'arrête là. Ensuite, c'est plutôt une question d'interprétation, et c'est pour ça que les débats vont être très importants. Il va falloir que M. de Villepin soit très convaincant pour pouvoir établir que jusqu'au bout, il a été de bonne foi. Je pense qu'il peut le faire, sachant que ce sera plus facile devant un tribunal, puisqu'on sait que c'est quelqu'un quand même qui a une certaine... C'est plus facile, certains disent que c'est peut-être plus difficile de masquer la réalité. Vous ne pensez pas qu'une vérité ou la vérité peut sortir? Non, mais la vérité peut sortir, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que l'audience, a priori, peut être favorable à Monsieur de Villepin, qui est connu pour son éloquence et pour sa capacité à expliquer très bien les choses. Il prépare ce procès depuis des mois, il en fait un peu l'affaire de sa vie, et je pense qu'il a des arguments qui peuvent impressionner le tribunal. Une petite question, est-ce que on va s'interroger aussi sur l'implication de Jacques Chirac? Est-ce qu'il y a eu collusion dans l'hypothèse de la culpabilité entre les deux hommes? Étonnamment, Jacques Chirac est assez absent du dossier. Alors évidemment, encore une fois, puisque ça s'est passé lorsqu'il était président, on va en reparler tout à l'heure, il bénéficie de toute façon de l'immunité. Mais de fait, il semble que cette affaire soit restée au niveau de Monsieur de Villepin et que si le président de la République a été informé, il n'a pas eu un rôle très primordial dans le dossier, et ça tout le montre. Alors, il y a eu déjà une première bataille lors de ce premier jour de procès. Anne Levade, la présence du chef de l'État dans ce procès est contraire à l'égalité des armes, a lancé l'un des avocats de l'ancien Premier ministre, maître Henri Leclerc. Est-ce que Nicolas Sarkozy est fondé à se constituer partie civile? Alors, toute la difficulté vient de ce que la Constitution prévoit, et je dirais que les choses sont en réalité simples, mais on les présente de manière assez complexe. La Constitution prévoit un statut juridictionnel du chef de l'État de manière à protéger la fonction. Voilà. Donc jusque-là, et au terme d'une révision constitutionnelle assez récente, on prévoit que le chef de l'État ne peut pas être l'objet de poursuites et ne peut pas non plus être requis de témoigner. C'est l'article 67 qui le dit. À l'évidence, ça n'est pas un justiciable comme les autres. Et en plus, il faut dire, on va pas énumérer tous les articles de la Constitution, il a quand même des prérogatives nombreuses en matière de justice. En liaison avec la justice. Mais en revanche, rien ne lui interdit dans la Constitution, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy en a déjà donné l'illustration depuis qu'il est président de la République, d'être plaignant et donc en particulier de se constituer partie civile. Et il n'y a pas a priori d'irrecevabilité de principe. La preuve en est que dans différentes affaires, les décisions sont allées jusqu'à leur terme et qu'encore au mois de juillet, à l'occasion d'une affaire, sa constitution de partie civile a été déclarée recevable. Mais semble-t-il, Dominique de Villepin envisage déjà la suite. S'il est condamné, par exemple, il pourrait se tourner devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors là, les choses sont complexes parce qu'il faut évidemment imaginer ce qui peut se passer en appel, puis le cas échéant en cassation, puis aussi se poser la question de savoir dans l'hypothèse où, alors on parle de Dominique de Villepin, mais où les personnes poursuivies de manière générale sortiraient de cette affaire blanchie et où elles souhaiteraient se retourner contre le chef de l'État. Entre autres parties civiles. En l'état actuel des choses, ça n'est pas possible. Ça, c'est certain. Ce que dira la Cour européenne des droits de l'homme, on ne peut pas en préjuger. Nul ne conteste qu'un chef d'État est dans une position particulière à raison de ses fonctions.
première. On vit c'est une grande première. Je dirais, dans l'histoire, sauf erreur de ma part, mondiale. Parce que je crois pas on n'a pas d'exemple en France et sans doute pas à l'étranger. Avec nous, donc, Brigitte Girardin, bonsoir. Vous ne voulez pas véritablement entrer, je crois, dans le dossier judiciaire, mais si vous êtes là, c'est parce que vous êtes persuadé de l'innocence de Dominique de Villepin. Écoutez, vous comprenez bien que je ne présiderai pas son club politique si j'avais le moindre doute à ce sujet, et effectivement. Alors, on va parler de votre objectif politique pour accompagner Dominique de Villepin au cours des années qui viennent. Néanmoins, je vois François Goulard, député UMP qui est proche de Dominique de Villepin, sans doute membre de votre club. Il juge incongru que Nicolas Sarkozy soit partie civile. Et vous ? Écoutez, encore une fois, je ne souhaite pas rentrer dans le débat de ce dossier fort complexe. Vous savez, je vais vous dire une chose très simple. Je connais Dominique de Villepin depuis exactement 29 ans. Et tout au long de ces années, je l'ai toujours vu animé d'une volonté puissante de servir son pays et d'être au service des Français. Et je crois que c'est un homme d'engagement et de rassemblement. Et ce que nous avons voulu faire dans le cadre de son club politique, c'est justement le soutenir dans cet engagement politique qui est fondé sur ce désir de rassembler autour de certains principes et de rassembler évidemment pour être avant tout une force de réflexion, d'analyse et de proposition. Quand est-ce que vous l'avez créé, ce club ? Nous l'avons créé au mois de juillet, le 2 juillet. Nous avons déposé les statuts de cette association. Ouais, c'était quand même dans la perspective de ce procès, parce que c'est aujourd'hui peut-être plus que jamais qu'il a besoin d'être soutenu par ses amis. Je vais être claire sur ce point. Ce qui nous a motivés avant tout, c'est que notre pays traverse une crise sans précédent, que ça ne vous a pas échappé que le débat démocratique est assez atone, et que Dominique de Villepin a pris des positions, a une certaine vision de la France sur le plan national et international, et qu'il a considéré qu'il était temps de pouvoir débattre avec les Français et de proposer une vision pour notre pays à un moment où nous rencontrons des difficultés sans précédent. Vous dites proposer une vision, c'est-à-dire une alternance, une alternative à Nicolas Sarkozy. Nous voulons rassembler dans le cadre de la tradition politique française héritée du gaullisme, et nous voulons rassembler autour de la défense des principes républicains, autour de l'affirmation de certaines convictions comme la nécessité de l'équité sociale, de la justice sociale au cœur de toute réforme et de toute décision, et aussi partager cette vision qu'a Dominique de Villepin à la fois sur le plan national et international. Je crois que il est un des rares hommes politiques aujourd'hui à être capable de faire cette analyse de la situation actuelle. Quand vous lisez son dernier ouvrage, La Cité des Hommes, je crois que il montre bien quelle est sa capacité d'analyse, à la fois en se fondant sur une culture historique très grande et en même temps sur cette faculté qu'il a d'avoir une vision pour notre pays. Et je crois qu'au moment où nous traversons une crise aussi profonde, il est important que nous puissions nous rassembler pour essayer de l'aider dans ses propositions. Vous rassemblez, on va voir combien vous êtes justement, les villepinistes, combien êtes-vous, qui êtes-vous? Quelques éléments de réponse et on vous interroge par la suite avec Saveria Rojek. Rester une alternative de droite à Nicolas Sarkozy et pourquoi pas jusqu'en 2012. Dominique de Villepin veut encore y croire. Un courant, ça se définit positivement. Là, c'est un courant qui s'est défini beaucoup contre Nicolas Sarkozy. Alors, reste maintenant à donner un contenu positif à ce villepinisme qui soit autre qu'une certaine exaspération vis-à-vis d'un mode de leadership qui est le mode de leadership de Nicolas Sarkozy. Pour la petite armée de fidèles de l'ancien Premier ministre, le villepinisme se veut pourtant une alternative crédible à la politique du gouvernement. Le club Villepin, lancé il y a une semaine, revendique déjà plus de 1000 sympathisants. Une politique étrangère d'indépendance, les institutions telles que nous les connaissions avant une pratique différente depuis 2007, un certain nombre de principes d'une république sociale. Voilà, donc c'est cela qui nous réunit. C'est l'idée que la France vaut qu'on se lève pour elle, que les Français sont intelligents et qu'il faut rentrer dans la finesse d'un projet. Mais l'agrégation des gaullistes mécontents et des déçus du sarkozysme ne dépasse pas pour l'instant une quinzaine de parlementaires. Et leur avenir dépendra avant tout de l'issue du procès Clearstream. Évidemment. Alors Brigitte Girardin, vous êtes encore peu nombreux, vous voulez élargir votre cercle d'amis? Alors je vais vous dire une chose, nous avons ouvert fin juillet un site en construction.
de notre site internet, puisque notre site n'est ouvert que depuis le 15 septembre. Et nous avons vu arriver en plein mois d'août, à un moment où les gens ont l'esprit plutôt ailleurs, des gens qui venaient nous apporter des messages de soutien ou adhérer, et venant de tous les horizons, de l'UMP, de la gauche, du MoDem, beaucoup de Français de la diversité, et vraiment des gens venant de toutes les parties de la France. Motivés par la personne Motivés par son positionnement sur ce que disent certains parlementaires, la défense des valeurs républicaines, l'exigence... Vous répétez souvent les principes républicains. Ils sont menacés dans la République Sarkozy? Je crois qu'il y a des inquiétudes qui se manifestent. On est dans une situation de déséquilibre institutionnel qui inquiète. Et surtout, porter des valeurs d'exigence de justice sociale. Faire des réformes, c'est très bien, mais mettre au cœur de chaque réforme cette exigence de justice sociale. Et puis, évidemment, dans tous les messages que nous recevons, c'est le positionnement de la France sur la scène internationale, cette capacité à être indépendante, formidablement montré lors de l'affaire irakienne, et je crois que ça a marqué les esprits, et que les positionnements de Dominique de Villepin intéressent, et je peux vous dire, nous ne sommes pas si peu nombreux que vous voulez le dire. Brigitte Girardin, vous parlez d'un homme qui défend les principes républicains, mais les adversaires de Dominique de Villepin le dépeignent plutôt comme Fouché déguisé en poète. Hein? Comment vous réagissez? Alors, je vais vous dire une chose. Quand j'ai travaillé, moi, 8 ans avec Jacques Chirac, et je crois que le grand point commun entre Jacques Chirac et Dominique de Villepin, c'est que notamment lorsqu'on veut avoir une politique internationale vraiment rayonnante dans le monde, il est important d'être un homme de culture. Et je crois que la culture... Donc un poète. Pas seulement un poète, je crois que c'est important qu'un homme politique ait une grande culture pour connaître les civilisations, les peuples du monde, car je crois que sur les grands dossiers internationaux qui sont très importants, qui menacent notre monde et notre planète, la capacité d'anticiper et de prendre les bonnes décisions, elle se fonde aussi sur cette culture personnelle, sur cette connaissance des peuples et des civilisations. Si Villepin est condamné, que devient votre mouvement? Il est mort? Écoutez, là vraiment, nous ne nous inscrivons pas dans un tel calendrier. D'accord, on verra. Hein, s'il y a un gagnant, 2 gagnants ou peut-être 2 perdants, on verra cela à l'issue du procès, n'est-ce pas? Sachant qu'il y aura peut-être plusieurs tours, parce qu'il pourrait y avoir aussi un appel. Donc. Bien sûr. Merci à tous d'avoir participé à ce débat sur l'affaire Clearstream. Tout de suite, la journée d'action aujourd'hui contre le changement de statut à la Poste. Décodage à suivre. Le gouvernement assure que ces capitaux resteront publics, notamment via la Caisse des dépôts, et pourtant les syndicats, comme la gauche d'ailleurs, redoutent une privatisation future de la Poste. Marie Brémaud. La Poste, société anonyme, ouverture totale à la concurrence du secteur postal en 2011. L'avenir de l'établissement public fait peur aux salariés. Le gouvernement tente donc de rassurer. Le gouvernement a été très net sur le sujet. Il n'est pas question de privatiser la Poste. Il est question que la Poste reste un service à 100% public. Il est vrai que le texte de loi prévoit que le capital de la Poste sera détenu par l'État ou d'autres personnes morales du secteur public. Mais rien n'empêche une modification ultérieure des statuts, ce qui changerait alors la donne. Aujourd'hui, une société anonyme 100% publique, ça n'existe pas. C'est simplement une vue de l'esprit, c'est vraiment une fumisterie. Toutes les sociétés anonymes, la transformation en société anonyme sert bien tôt ou tard à ouvrir le capital, sert à fonctionner sur des critères qui sont différents de l'établissement public à caractère industriel et commercial. Les syndicats gardent en mémoire les précédents, France Télécom et EDF. En tout cas, dans le projet de loi actuel, à aucun moment il n'est fait référence au service public. Les politiques parlent désormais de service universel. Bonsoir Jean-Louis Gombault. Bonsoir Michel. Alors, on parle de la Poste, mais les syndicats, eux, évoquent France Télécom, EDF. Ils mettent en avant ces exemples, autant d'épouvantail pour eux, bien sûr, pour rejeter le changement de statut de la Poste, qui devient donc une société anonyme. Est-ce que le changement est si profond que cela? Oui ou non? Le changement est évidemment profond et pour 2 raisons.
on insiste beaucoup sur l'ouverture du marché voulue par l'Europe et votée évidemment par la France qui commence en 2011. Ça, c'est un premier facteur. Mais le second, dont on parle peu, c'est qu'on prévoit une baisse de ce même marché. C'est-à-dire d'ici à 2015, le marché postal devrait baisser pour cause de concurrence, non pas de sociétés anonymes extérieures, mais pour cause de concurrence technologique, devrait baisser de 30%. C'est déjà le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Puisque cette année même, le marché postal a baissé de moins 1,5%. Autrement dit, comment faire une société qui est, d'une certaine façon, destinée à être agressée par l'ouverture extérieure et qui est également attaquée par le développement technologique. Une société qui est à la limite de la ligne de flottaison et qui donc a besoin de moyens pour investir. Et ça, c'est l'objectif, évidemment, de l'ouverture du capital. C'est la transformation de cette société en société anonyme pour lui donner des moyens de se battre dans ce niveau de concurrence. Très bien. Donc, avec des capitaux publics, il faut le rappeler, notamment par le biais de la Caisse des dépôts. Merci Jean-Louis. Dernière page du 18h, nous inaugurons notre série consacrée au G20, bien sûr, à la fin de la semaine. La sortie de la récession ne signifie pas encore, bien sûr, sortie de crise. On le voit avec le chômage qui progresse et puis les difficultés des PME qui ont toujours du mal à obtenir les crédits qu'elles réclament. Le médiateur du crédit, René Ricol, a joué quand même un grand rôle. Thomas Raguet. Plus de 7000 sociétés aidées, 150 000 emplois préservés. 10 mois après sa mise en place, la médiation du crédit affiche plutôt un bilan honorable et assure que son travail a eu un impact sur les mentalités. Les choses ont changé en 8 ou 9 mois, car les établissements de crédit se sont dotés aussi, en quelque sorte, de formules d'appel. Et l'entreprise qui n'est pas satisfaite d'une décision d'une agence bancaire a maintenant la possibilité de faire appel en interne à l'intérieur de la banque, à des niveaux hiérarchiques supérieurs, pour dire « attention, j'ai un problème, ne me laissez pas au bord du chemin ». Bref, si le recours au médiateur demeure constant, la situation se normalise, les banques rouvrent un peu les vannes. Certaines se tournent vers Oseo, l'établissement public de financement qui, dans le cadre du plan de relance, se porte garant de PME mal en point. Et les chiffres 2009, ça donne quoi ? Ils sont en prévision, ils ont des bonnes prévisions, c'est plutôt bien parti son premier trimestre. Depuis le lancement du plan de relance, 18 000 entreprises ont bénéficié des solutions d'Oseo, à la fois pour garantir les concours bancaires dont elles ont eu besoin avec leurs banquiers pour confirmer leur autorisation court terme ou en obtenir des nouvelles, et pour financer des financements et des investissements par contre de croissance et de développement. Et l'aide aux PME devrait continuer. François Fillon a annoncé hier que le fonds stratégique ainsi que l'assurance vie seraient mobilisés pour favoriser leur financement. Avec nous, Jean-Yves Duméline, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la CGPME. Est-ce que ça va toujours aussi mal entre les banques et les PME ? Ça va un petit peu mieux grâce sans doute notamment à l'action du médiateur du crédit. Oui. Il a traité en 9 mois plus de 15 000 dossiers d'entreprises avec 65% de succès. Mais ça veut dire aussi 35% d'entreprises qui sont restées malheureusement sur le bord de la route de l'accès au crédit. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer la situation. Juste un chiffre qui est sorti la semaine dernière selon la Banque de France, enquête Banque de France, moins 10,8% de crédit pour les PME quand on parle du crédit à l'exploitation. Et crédit exploitation, c'est le chef d'entreprise qui a une difficulté en termes de trésorerie en particulier, qui va voir son banquier pour obtenir un petit coup de main. Ça peut être sur des sommes assez faibles. Et malheureusement, on voit bien que là, les banquiers ne jouent pas suffisamment leur rôle. Mais elles vous répondent qu'elles sont toujours prêtes à jouer leur rôle quand il s'agit de prêter pour investir. Elles prêtent davantage pour investir, c'est vrai, même si on pourrait affiner, et la situation n'est pas exactement la même pour les grandes entreprises et pour les PME. Mais l'exploitation, c'est la survie même de l'entreprise. Donc on parle d'emploi, on parle de création de richesse. Il faut à tout prix améliorer les choses sur l'accès au crédit d'exploitation. Alors à la CGPME, bien sûr, vous suivez ce que vivent au quotidien les PME partout en France. Est-ce que vous vous trouvez très loin du G20 de Pittsburgh ? On est un peu loin, malheureusement, quand le président de la République, par exemple, reçoit les syndicats de salariés pour parler du G20, il n'a pas jugé utile de le faire avec les organisations patronales. Donc on est sans doute assez loin, mais croyez-moi, ce qui importe pour nous, c'est que la situation change et que demain, et peut-être que le G20 pourra y contribuer, les banques jouent leur rôle, qui est celui de financer l'économie réelle et pas simplement de financer la spéculation. Donc on attend des choses du G20. Vous attendez une mesure concrète, par exemple, qui irait directement droit au cœur des patrons de PME ? Ce serait en rapport avec la gestion des banques ?
Davantage de transparence. Par exemple, s'il fallait prendre une mesure, les banques publient les encours de crédit accordés aux entreprises et aux PME. Pourquoi est-ce que demain, on n'obtiendrait pas publication des encours de crédit refusés aux PME? Bien sûr. Ça permettrait de mettre les choses sur la table. Et le partenariat banque-entreprise, il est indispensable. Sans entreprise, il n'y a pas de banque. Mais sans banque, il n'y a pas d'entreprise non plus. Donc Alors on vous a avez besoin les uns salué des autres. l'implication de René Ricol, le médiateur du crédit. Il veut quitter sa charge. Est-ce que ça vous inquiète qu'il soit remplacé par un autre? Écoutez, quand quelqu'un fait bien son job, oui, c'est embêtant quand il s'en va. Maintenant, il n'y a pas de raison de considérer que son successeur fera moins bien. Ce qu'on peut dire, c'est que René Ricol a été un bon avocat pour les PME et nous avons plaidé pour que le médiateur du crédit ait davantage de pouvoir, puisqu'à l'heure actuelle, il avait un pouvoir de persuasion, mais pas plus. Et on aimerait que le médiateur du crédit soit doté de véritables pouvoirs pour, encore une fois, garantir une véritable transparence. D'accord. Les statistiques indiquent que nous sortons, même la France, de la récession. Est-ce que concrètement, c'est des choses qui vous parlent, ça, vu des PME, sachant que le chômage continue de progresser? Pour les économistes, je pense qu'effectivement les derniers indicateurs sont bons. Malgré tout, un petit chiffre quand même, plus 18% de défaillance d'entreprises en un an, c'est-à-dire d'entreprises qui ont déposé leur bilan. Les chiffres de l'emploi, vous les connaissez, avec certains qui sont particulièrement inquiétants, plus 33% en un an de chômage des jeunes. Donc nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore des entreprises qui ont des difficultés, que les chefs d'entreprise ne sont pas des gens à baisser les bras, qui se retroussent les manches, qui font leur travail et qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'initiatives. Et par exemple, le grand emprunt, on espère que ça sera aussi l'occasion de donner des impulsions pour les 20 ans à venir. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses à faire, on est optimiste par nature. Très bien, merci Jean-Hugues Duménil. Et comme ça, nous aurons d'autres invités tout au long de la semaine pour évoquer le G20 de Pittsburgh. Demain, le journaliste Jean-Michel Quatrepoint et l'économiste Christian de Boissieu nous livreront leur vision sur la crise et la